Bien, bonjour tout le monde. Donc, petite vidéo, première vidéo pour vous présenter le premier point du chapitre 8, chapitre d'économie, comment les agences économiques se financent-ils. Premier point que je vais aborder donc ici, capacité de financement et besoin de financement. Ça correspond à deux items donc de votre programme. Item 1, comprendre que le financement consiste à couvrir des besoins de financement par des capacités de financement. Et item 3, savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu'ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement. Voilà. Alors, on va commencer par le document 1. Donc, je vous laisse bien évidemment le lire en fait. C'est pour la définition de capacité et de besoin de financement. Et donc, la première question porte sur l'épargne, tout simplement parce que qui dit agent à capacité de financement dit agent capable d'épargner. Voilà. Donc rapidement, qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, c'est la partie du revenu qui n'est tout simplement pas consommée. Pour le dire un petit peu de manière simple, les agents économiques, soit ils vont consommer, soit ils vont épargner. Voilà. Et donc pour les entreprises, si vous voulez, parce qu'il y a des entreprises qui épargnent, c'est la partie des bénéfices qui n'est pas versée sous forme de dividendes aux actionnaires, aux propriétaires des moyens de production. Donc, en fait, si vous voulez, c'est la part des bénéfices après impôt sur les bénéfices, 33% pour le moment, qui n'est pas reversé aux propriétaires des moyens de production. Voilà. Pour les ménages, il s'agit tout simplement de la part du revenu qui n'est pas consommé, revenu disponible que nous allons définir après. Donc en fait, voilà, vous avez votre revenu disponible, vous allez en consommer une partie, et le reste finalement sera épargné sous différentes formes que nous allons voir. Alors, chose importante, finalement, il existe plusieurs motifs de l'épargne. Le plus important de mon point de vue, c'est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution, en fait, c'est pour se protéger des risques possibles finalement que pourraient rencontrer des individus, des ménages. Donc le risque chômage, par exemple, en 2009, par exemple, après la crise de 2008, donc qui a eu un impact concret sur notre économie en 2009, cette crise finalement a provoqué une augmentation de l'épargne de précaution parce que, bien évidemment, qui dit diminution de la production dit augmentation du chômage. Les ménages avaient peur de se retrouver au chômage et donc ils épargnaient pour faire face à ce risque possible. On pourrait penser aussi que, à l'heure actuelle, l'épargne de précaution va à nouveau se développer pour faire face finalement à la réforme des retraites qui, d'après certains, se traduirait finalement par une diminution des pensions de retraite. Voilà. Donc premier motif, on se protège finalement des risques. Le deuxième motif, consommation différée, donc ça vous l'avez tous déjà fait, c'est finalement vous épargnez et puis vous épargnez dans le but de consommer plus tard. En fait, vous épargnez aujourd'hui pour consommer demain. Quand je dis que vous l'avez tous déjà fait, c'est-à-dire que vous avez eu de l'argent, je sais pas, à votre anniversaire, différentes fêtes, etc. Vous avez mis ça dans votre magnifique tirelire. Et puis, une fois que vous aviez assez d'argent, vous avez utilisé cette somme accumulée pour pouvoir acheter un bien qui coûtait cher. Voilà. Et enfin, l'épargne pour motif de patrimoine, c'est tout simplement le fait soit de placer de l'argent sur un compte bancaire, un livret A par exemple, pour toucher des intérêts chaque année sur l'argent que vous avez mis de côté. C'est aussi des dividendes dont on a parlé avant si vous avez des actions. Ça peut être des intérêts sur des obligations que vous possédez. Je reviendrai sur la notion d'action et d'obligation dans ce cours. Et puis, bien évidemment, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier que vous mettez par exemple en location. Vous avez chaque mois des loyers. Il s'agit en fait d'une certaine forme d'épargne de patrimoine. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que l'épargne est un flux et le patrimoine est un stock. D'accord. Alors pour vous expliquer un petit peu ça, allez, regardez votre baignoire. D'accord. Vous allumez finalement le mitigeur, le robinet. Vous allez avoir de l'eau qui coule. Vous considérez que ça c'est l'épargne. Vous fermez le bouchon de votre baignoire et l'eau va finalement stagner, augmenter. D'accord. Il va y en avoir de plus en plus dans la baignoire. Ça, c'est un stock. Et finalement, donc ce qui coule, l'épargne, va alimenter votre stock de patrimoine. Si vous arrêtez, si vous coupez le robinet, si vous arrêtez le mitigeur et que vous commencez à puiser finalement dans votre patrimoine, tout simplement le stock de patrimoine va diminuer. Donc l'épargne est le flux qui va alimenter le stock de patrimoine. Ça, c'est très très important de retenir cette idée de flux et de
stock. Voilà. Je donne ici un petit exemple tout simple, hein. Si vous épargnez pendant un an 10 euros par mois, au bout d'un an vous avez 120 euros, on a bien l'épargne flux qui va alimenter votre patrimoine stock. Voilà, tout simplement. Alors, finalement, cette épargne, elle va servir à quoi? Elle va servir à investir. D'accord? C'est-à-dire, pour le dire, encore une fois, de manière un petit peu simpliste, mais c'est pour vous faire comprendre les choses. Vous épargnez dans une banque, d'accord? Vous avez un livret A. Bah, cette banque ne va pas garder votre argent, entre guillemets, dans ses stocks, hein. Elle va l'utiliser, elle va utiliser votre épargne pour finalement financer des investissements d'agents qui sont à besoin de financement. D'accord? D'où en fait, hein, l'idée que les agents à capacité de financement, ceux qui épargnent, vont financer, vont couvrir les agents qui sont à besoin de financement, notamment des agents qui souhaitent investir. Alors, pour le coup, il faut bien évidemment définir l'investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est l'opération réalisée par un agent économique consistant à acquérir, hein, des moyens de production. Alors, ça, c'est la définition globale, hein. Ça peut être des machines, ça peut être des infrastructures. Voilà, donc vous voyez, dans cette définition, on est surtout du côté des entreprises. Il faut bien comprendre, hein, aussi que les ménages, hein, vont investir lorsque, par exemple, ils achètent un bien immobilier. D'accord? C'est un investissement. Vous avez l'État, bien évidemment, qui investit lorsqu'il construit des routes, des autoroutes, des écoles, des hôpitaux. Tout cela, en fait, hein, ça correspond à de l'investissement pour les écoles et les hôpitaux, les routes, etc. Ce sont des investissements en infrastructure. Voilà. Alors, on distingue deux grands types d'investissements en économie, les investissements matériels et les investissements immatériels. Voilà. Alors, euh, les investissements matériels, pardon, les investissements matériels, ils se décomposent en trois types d'investissements. Ce qu'on appelle les investissements de productivité, ça correspond tout simplement à l'achat de nouvelles machines plus performantes, plus efficaces. Voilà. Donc en fait, hein, vous achetez des machines qui incorporent plus de progrès techniques avec pour objectif d'avoir des gains de productivité, donc de produire plus vite, à moindre coût, et donc de pouvoir baisser les prix pour éliminer la concurrence. Voilà. Ensuite, vous avez les investissements de remplacement, c'est ce qu'on appelle aussi l'amortissement. L'idée, c'est de remplacer des machines qui sont obsolètes, qui sont usées par le temps. Voilà. À force d'utiliser une machine, très logiquement, au bout d'un moment, elle ne fonctionne plus, il faut la remplacer. Et puis vous avez les investissements en capacité. Donc là, vous achetez tout simplement plus de machines, pas forcément des machines plus efficaces, hein. Vous en achetez plus. L'objectif, c'est d'augmenter la production pour pouvoir réaliser des économies d'échelle. Je vous rappelle, hein, économie d'échelle, c'est l'idée que les coûts unitaires diminuent avec l'augmentation de la production, pour une simple et bonne raison, c'est que les coûts fixes vont se répartir sur une échelle de production plus grande. Je vous renvoie au chapitre 2 dans lequel on avait étudié finalement les différents types de coûts au niveau de l'entreprise. Alors vous avez ces investissements-là, et puis vous avez ce qu'on appelle l'investissement immatériel, donc qui se décompose en quatre types d'investissements. Les investissements en logiciel, hein, logiciel informatique, les investissements dans les formations. Plus on va former les salariés, plus ils vont avoir de capital humain, et plus ils seront efficaces en fait, hein, tout simplement. Et qui dit plus d'efficacité, plus de productivité, on retombe sur l'idée de baisse des coûts, baisse des prix, on gagne en compétitivité, etc. Ensuite, bien évidemment, vous avez les investissements dans la publicité, hein, qui sont aujourd'hui très très importants, notamment via les réseaux sociaux, afin de faire connaître son produit. Et puis les investissements aussi en recherche-développement, pour pouvoir finalement développer des innovations, obtenir un monopole temporaire sur le marché, pouvoir fixer les prix, être price maker, réaliser des profits, etc. Voilà, tout ce qu'on a vu quand on parlait des stratégies d'entreprise. Je vais peut-être pas tout redévelopper ici. Alors, juste une petite parenthèse qui est intéressante concernant l'investissement. Il faut savoir que l'investissement au niveau, enfin, il se mesure en fait par ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, la FBCF. Euh, et donc, alors la FBCF, la formation brute de capital fixe, elle ne tient compte que des investissements matériels, plus des investissements logiciels. Ce qui signifie qu'en fait, on ne tient pas compte de la pub, de la recherche-développement et des formations. Donc vous voyez, en fait, quand on mesure l'investissement, que ce soit au niveau d'une entreprise et plus principalement au niveau national, en fait, on ne tient pas compte de l'ensemble des investissements. Donc voilà, ça, je pense que c'est important à comprendre. Euh, voilà, donc encore une fois, hein, si vous croisez un jour le taux d'investissement
au niveau national notamment, c'est uniquement investissement matériel plus logiciel. Alors, justement, pour financer ces besoins de financement, hein, il faut des agents à capacité de financement. Qu'est-ce que la capacité de financement? On dit d'un agent économique qu'il est en capacité de financement si l'agent dispose d'une épargne suffisante pour investir, et donc l'épargne est supérieure à l'investissement, tout simplement. Voilà. Vous allez voir après quels sont les agents qui sont à capacité. Euh, et le besoin de financement, bah, c'est l'inverse, hein. Il n'y a pas suffisamment d'épargne pour réaliser des investissements, donc on a des agents à besoin de financement, et encore une fois, ce sont les capacités de financement qui vont couvrir les besoins de financement. Voilà. Euh, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau macroéconomique, vous avez uniquement les ménages qui sont en capacité de financement. Et les agents à besoin, ce sont les entreprises et l'État. Voilà. Alors, preuve, preuve avec les chiffres, hein, j'ai envie de dire, vous avez le document 2 ici, qui est tiré d'un manuel scolaire. Si vous regardez, ménage, hein, c'est le seul agent économique à être au-dessus de zéro. Autrement dit, finalement, les ménages, hein, d'accord, vont avoir une capacité de financement équivalente à 2,5% du produit intérieur brut, qui est à peu près de 2200 milliards d'euros aujourd'hui. Tous les autres, là, vous voyez, les sociétés financières, donc les banques, voilà, les sociétés non financières, toutes les entreprises hors banque, et les administrations publiques, tous les autres agents en fait sont en besoin de financement. Voilà. Donc ça, je crois que c'est très très important à comprendre. Alors justement, vu que les ménages sont euh, des acteurs très importants au niveau du financement des besoins de financement, euh, on va s'arrêter ici avec un petit exercice. Donc c'est aussi un document 3, hein, qui est tiré d'un manuel où finalement on va travailler sur la notion de revenu disponible, et on va voir finalement comment les ménages, ou comment dire, dans quel contexte les ménages se retrouvent en capacité ou en besoin, ça peut aussi arriver, de financement. En fait, il faut partir donc ici, hein, de la notion de revenu disponible. Le revenu disponible, c'est quoi? Alors, je passe un petit peu ici, je vais tout de suite vous le dire. Le revenu disponible, il se mesure de la manière suivante. En fait, il tient compte, dans un premier temps, des revenus primaires. Les revenus primaires sont composés à la fois des revenus du travail. Alors, les revenus du travail, ce sont bien évidemment les salaires, mais aussi les revenus des chefs d'entreprise. Et les revenus des chefs d'entreprise, on les appelle des revenus mixtes. Pour une simple et bonne raison, c'est que les chefs d'entreprise vont se rémunérer à la fois grâce au travail qu'ils vont fournir, mais aussi grâce au capital qu'ils possèdent, puisque les chefs d'entreprise, généralement, possèdent les entreprises. Hein, d'accord? Voilà pourquoi, pour les chefs d'entreprise, pour les indépendants, on va parler de revenus mixtes. Donc, revenu du travail, salaire, plus revenu des chefs d'entreprise. Ensuite, toujours dans ce revenu primaire, il faut rajouter au revenu du travail les revenus du patrimoine. Revenus du patrimoine, on en a parlé avant, ce sont les loyers. Hein, si vous mettez en location des biens immobiliers, ce sont des intérêts sur l'épargne que vous accumulez. Donc par exemple, encore une fois, vous avez de l'argent sur un livret A ou autre, une assurance vie. Vous touchez des intérêts, il s'agit de revenus du patrimoine. Et puis des dividendes, si vous êtes actionnaire, c'est-à-dire propriétaire des moyens de production, vous possédez des actions d'entreprise. Encore une fois, on va revenir sur ces termes un petit peu plus loin dans le cours. Donc les revenus primaires, voilà, on a vu comment ils étaient composés. On rajoute à ces revenus primaires des revenus secondaires, ce qu'on appelle aussi des revenus de transfert. Alors personnellement, je préfère le terme revenu de transfert. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit des aides sociales. Alors, dans ces revenus de transfert, en fait, on a par exemple les pensions de retraite. Vous voyez, on a les actifs occupés, ceux qui ont un emploi, qui pourront payer des cotisations. Et grâce à ces cotisations, finalement, les retraités vont pouvoir toucher leur pension de retraite. Donc, il y a un transfert de richesse entre les jeunes et les moins jeunes. D'accord? Il y a aussi, hein, dans notre système, un transfert de richesse de ceux qui sont en bonne santé vers ceux qui sont en mauvaise santé. D'accord? Donc en fait, hein, ceux qui sont en mauvaise santé sont en arrêt maladie, financés par la sécurité sociale, et la Sécu va pouvoir rémunérer ces gens grâce aux cotisations payées par les personnes en bonne santé. Voilà. Et on a aussi un transfert de richesse entre les personnes qui ont un emploi et celles qui sont en recherche active d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs. Voilà.
Vous voyez, en fait, on parle bien ce sont des aides sociales, il y a bien un transfert de richesse, et accessoirement, ces transferts de richesse vont créer, bien évidemment, de la solidarité entre les individus. Et puis, donc, revenu primaire, plus revenu secondaire ou revenu de transfert, auquel il faut retrancher ce qu'on appelle des prélèvements obligatoires. Il y a deux formes de prélèvements obligatoires en France. Alors, les impôts, ici, il s'agit en fait uniquement d'impôts directs. J'aurais peut-être dû le préciser, je m'en excuse. Impôts directs, c'est-à-dire les impôts sur le revenu, taxes foncières si vous avez un appartement, si vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison, taxes d'habitation, voilà. Donc les impôts directs. À ne pas confondre avec les impôts indirects. La TVA, par exemple, est un impôt indirect. Indirect pour quelle raison? Parce que vous, en tant que consommateur, vous allez la payer à l'entreprise à laquelle vous achetez un bien ou un service, et c'est l'entreprise qui va la reverser ensuite à l'État. Voilà pourquoi on parle d'impôt indirect. Et étant donné que la TVA, impôt indirect, dépend de la consommation, bah finalement on ne peut pas savoir concrètement quel montant de TVA vous allez payer. Hein, d'accord. Voilà pourquoi on n'en tient pas compte. Donc impôt direct plus les cotisations sociale. Cotisation sociale, je vous rappelle, hein, c'est ce que vous payez quand vous êtes notamment salarié, d'accord, sur une fiche de paye. Vous avez au-dessus de votre fiche de paye le salaire brut, puis ensuite vous avez des colonnes où vous avez pas mal de moins, d'accord. Et une fois que vous avez retiré ça de votre salaire brut, vous obtenez en fait votre salaire net, d'accord. Bah, tous les mois là dont je parle, ce sont les cotisations sociales qui vont finalement permettre de financer la sécurité sociale, les quatre branches de la Sécu, retraite, famille, accident du travail et puis maladie. Et puis une autre branche qui est indépendante de la sécurité sociale, la branche chômage. Voilà. Donc impôt plus cotisation sociale, prélèvements obligatoires. Voilà. Donc en fait, je vous leur décompose une fois, revenu disponible égale revenu primaire plus revenu de transfert moins prélèvements obligatoires. D'accord. Donc là, si on revient sur ce petit document, vous avez un petit exercice ici où vous avez différents types de comment dire d'éléments et il faut les ranger en fait dans le revenu disponible, en tout cas dans le schéma, d'accord. Voilà, vous avez la correction ici, donc je vais vous le faire en direct. Par exemple, allocation familiale. Les allocations familiales, c'est le petit a. Voilà, on le trouve tout simplement dans les revenus de transfert, d'accord. Si vous prenez par exemple cotisation sociale versée 800 euros, si vous regardez, il s'agit tout simplement des prélèvements obligatoires. Voilà. Je ne vais pas tous les faire, je pense que c'est relativement simple. Par contre, c'est un bon entraînement pour voir si vous avez compris finalement la notion de revenu disponible et les différents types de revenus ou de prélèvements obligatoires. Voilà. Alors, par rapport à cet exercice, donc vous avez un ménage qui a des revenus, des dépenses, etc. On vous demande de calculer le revenu disponible. Donc on va prendre les revenus primaires plus transfert, moins les prélèvements obligatoires. Ça va nous donner 3800 moins 1000 euros et donc revenu disponible 2800 euros par mois. Voilà. Alors, maintenant, on va vous demander de calculer l'épargne. Donc, pour calculer l'épargne, on l'a dit avant, en fait, l'épargne, c'est la part du revenu disponible qui n'est pas consommée. Donc, on prend le revenu disponible, on retranche la consommation et on obtient l'épargne. Donc, en gros, 2800 moins ce qui est consommé, donc 1000 plus 500, vous les avez ici, tac. Loyer de l'appartement, il ne s'agit pas de propriétaires, ils sont locataires, donc c'est une consommation. Et puis les dépenses courantes en alimentation, électricité, Netflix et plein d'autres choses. Voilà, donc vous retranchez la consommation ici du revenu disponible, vous obtenez 1300 euros par mois et ça, c'est l'épargne. D'accord. Donc en fait, cet agent est bien à capacité de financement, tout simplement, et cette épargne va permettre finalement, puisque ça va être épargné dans une banque, généralement on ne creuse pas des trous dans le jardin pour y planquer les billets, d'accord, c'est fini ce temps-là. Donc cette épargne va permettre finalement aux banques, notamment, de pouvoir prêter de l'argent à des agents qui sont à besoin de financement. Voilà, tout simplement. Alors, pour continuer, la troisième question par rapport à ce petit exercice, le ménage souhaiterait acheter un studio qui coûte 100 000 euros, voilà, en sachant qu'ils ont une épargne de 1300 euros par mois. Il faudrait combien d'années pour pouvoir le payer cash sans avoir recours à l'emprunt? Il faut tout simplement faire 100 000 divisé par 1300, donc le prix du studio divisé par la capacité d'épargne qui est de 1300 euros. Il faudrait 77 mois, c'est-à-dire 6 ans et 5 mois avant de pouvoir payer cash, en fait, tout simplement, le studio. Voilà.
Alors, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je préfère faire des vidéos assez courtes, hein, ça vous laisse le temps de bien les digérer. Et on verra, donc on a vu capacité de financement, besoin de financement, on a vu que la capacité c'était essentiel pour pouvoir couvrir les besoins de financement et donc l'investissement dans une économie, que les ménages sont les agents à capacité de financement, que l'État et les entreprises sont les agents à besoin de financement. On a vu finalement comment un ménage arrivait à dégager finalement de la capacité de financement avec la notion de revenu disponible. Et le prochain point que nous allons aborder, ce sont les entreprises, où on reviendra sur les notions d'action et d'obligation.